Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le 28 octobre 2021. Dans l'actualité ce soir, 250 exposants, 5 jours de salon et 10 secteurs d'activité représentés. La foire Mieux Vivre Expo est de retour à La Roche-sur-Foron. Elle relance l'activité événementielle dans le parc des expositions qui s'était transformé en centre de vaccination. Reportage à suivre. Et puis, ils aiment les mois d'octobre doux et humides. Des champignons de toutes sortes poussent dans nos forêts savoyardes et ils constituent pour certains aux Savoyards une véritable passion. Lucas Ruche a rencontré un mycologue à Sallanches. Mais avant de développer ces titres, une ligne de tram verra-t-elle le jour à Annecy ? C'est en tout cas le sujet politique du moment. C'était une promesse de campagne du maire de la ville, François Astorg. 9 Annéciens sur 10 y seraient favorables. Seulement voilà, les élus de l'agglomération préféreraient installer des lignes de bus à haut niveau de service, plus communément appelées trambus. Le vote final aura lieu le 16 novembre. 2 études sont à la disposition des décisionnaires pour les orienter dans leur choix. Je vous propose d'écouter François Astorg au micro de Marine Schneider. Je tiens juste à être transparent sur ce qui se passe et de dire que le 18 novembre, il y a des orientations qui vont être poussées par les conseillers communautaires. Il va y avoir plusieurs débats publics organisés par l'agglo, notamment le 2 novembre prochain. Moi, pour ma part, j'organise un débat en tant que maire d'Annecy le 9 novembre à la salle Eugène Verdun à 19h. Et il y a encore, je crois que c'est le 16, un autre débat public qui est ouvert. Donc voilà, le sujet c'est, moi je dois me tourner vers les Annéciens et discuter avec eux sur les orientations qui sont en train de se choisir. En fonction de l'orientation qui va être choisie, on va faire des études uniquement sur l'équipement qui est retenu. Moi je pense qu'on devrait prioriser dans les scénarios, les corridors c'est-à-dire les voies que l'on va choisir, et faire les études sur les deux types d'équipements pour avoir la garantie que on est sûr de prendre la meilleure solution. Et j'ajoute que les réunions publiques dont parlait à l'instant le maire François Astorg, celles des 2 et 16 novembre prochains, seront à suivre sur notre antenne et sur notre page Facebook. Les foires font leur grand retour dans les halles d'exposition, souvent transformées en centres de vaccination. Elles reprennent aujourd'hui leur activité plus traditionnelle. Le salon Mieux Vivre Expo est ainsi de retour à La Roche-sur-Foron. La 32e édition de la foire a débuté ce jeudi. Elle va durer 5 jours et le retour de cet événement incontournable de l'automne réjouit les visiteurs tout comme les exposants. Manon Toiti était sur place, reportage. C'est un grand soulagement pour les acteurs du salon. Les portes du parc des expositions de La Roche-sur-Foron rouvrent. C'est le premier événement de la ville qui accueille à nouveau du public depuis la crise du Covid. Et quand on demande au président de Roche Expo ce qu'il attend de ce week-end, la réponse est claire. Du business, beaucoup de business pour les exposants et beaucoup d'achats aussi pour nos visiteurs. Et de pouvoir, on va placer cette manifestation, cette première manifestation qui démarre sous le signe de la rencontre, de l'échange, et de l'économie qui redémarre. 262 exposants sont au rendez-vous. D'ordinaire, le salon représente une grosse part de leurs revenus. Mais si cet événement est le signe d'un renouveau, les 18 mois de fermeture ont laissé des traces dans les esprits et dans le chiffre d'affaires des exposants. Il y a 2 ans, ça a représenté 80% de mon chiffre, effectivement. Donc c'est un marché plutôt porteur pour nous. C'est un renouveau pour l'activité, forcément, parce que l'année dernière, on a eu une... Le Covid a eu de lourdes conséquences sur le chiffre d'affaires, forcément, ça s'est fait ressentir. Et du coup, on a perdu 30% de ce qu'on fait habituellement. Et malgré des pertes considérables durant ces 2 dernières années, certains arrivent à y voir du positif. L'année dernière, c'était un peu triste parce que toutes les manifestations de toutes sortes ont été annulées, y compris les marchés de Noël. Donc, pour moi, écrivain, ça m'a permis d'écrire, on va dire. Et ça m'a permis de sortir 2 livres l'année dernière qui ont manqué de promotion justement parce qu'il n'y avait pas de manifestation. Mais ça m'a permis d'écrire tranquillement, on va dire. Enfin, c'est le mot qui sort de la bouche de tous. Chacun se réjouit de vivre ces quelques jours placés sous le signe de la rencontre et de l'échange. On sent que les gens ont un engouement, ont une envie, c'est-à-dire de repartir, de vivre et de partager à nouveau aussi bien des moments, aussi bien acheter quelque chose. Le masque n'est pas obligatoire, pour nous c'est beaucoup plus facile pour travailler.
Et bien sûr, c'est un renouveau. On repart, l'activité repart, se ressent, les gens sont à l'aise, sont contents, voilà. Si l'ambiance est chaleureuse, les organisateurs et les élus n'en ont pas oublié les règles sanitaires. Un pass est demandé à l'entrée et le masque est obligatoire pour les clients. Malheureusement, je pense qu'il faut aussi, c'est le devoir des responsables élus, d'attirer à la vigilance et pour dire que voilà, le virus est toujours là. Et donc il faut rester vigilant, il y a toujours des règles sanitaires à respecter. L'événement prend fin le 1er novembre. 30 000 personnes sont attendues sur tout le long du week-end. L'entrée est à 4 €. Repoussée pour cause de pandémie, la Maxi Race aura lieu ce week-end sur les bords du lac d'Annecy. Elle débute ce vendredi 29 octobre et va durer jusqu'à dimanche. Et pour en parler, je suis en compagnie du directeur de la course, Stéphane Agnoli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à quelques heures maintenant de l'ouverture de l'événement. On connaît la Maxi Race d'habitude au printemps. Pour la première fois, elle a lieu cet automne, en automne. Les courses vont être un petit peu plus fraîches. Est-ce que ça a changé l'organisation pour vous ? Oui, ça a changé quand même pas mal de choses. Déjà, le fait de l'organiser au mois d'octobre, on a fait un gros travail depuis le mois de février déjà avec les comités de chasse, parce que c'est des acteurs importants durant l'automne, donc des relations qu'on a eues qui ont été formidables avec eux. Ils ont fermé des secteurs, ils ont décalé, on a décalé un peu des horaires. Donc il y a eu un gros travail de fait par rapport à ça. Et après, il y a tout l'aspect météo où il pourrait neiger ou pas, etc. Donc c'est vrai que c'est très très joueur de le faire fin octobre. Mais voilà, on avait posé 2 dates, une en mai, une en octobre par rapport à la pandémie. Et c'est celle d'octobre qu'on a pu déclencher. Et cette pandémie qui a fait que vous avez dû organiser l'événement en très peu de temps, sans savoir vraiment si il pourrait avoir lieu, etc. C'est ça, on a déposé nos dossiers mi-juillet en préfecture, mais en fait, les mesures des protocoles sanitaires ont été, en gros, on les a su fin août. Donc, on va dire, on a organisé une maxi race en 2 mois au lieu de 6 habituellement. Et ouais, ça fait transpirer et passer des nuits à peu près blanches il y a quelques semaines de ça. Maintenant, on se repose un peu pour être frais quand même pour les coureurs. C'est un beau challenge. Alors, vous avez aussi dû limiter les inscriptions à 5000 coureurs. L'événement est complet, lui, depuis le mois de mars. Vous n'avez pas volontairement ouvert de nouvelles inscriptions pour permettre à 1000 coureurs de revendre leur dossard suite à ce report. Est-ce qu'il y a eu des déçus au cours du processus ? Oui, il y a forcément des déçus. Dans toutes les courses, à partir du moment où il y a des limites de place, il y a des gens qui ne peuvent pas en avoir. Mais on aurait peut-être pu réouvrir avec les nouvelles mesures sanitaires. Mais on a dit non, on préfère justement la revente entre coureurs pour que ceux qui ne pouvaient pas être là à la deuxième date, par exemple, il y en a qui allaient faire aussi le Grand Raid de la Réunion où il y a Ludo qui a gagné. Et qu'on va voir juste après. Très bien. Et du coup, voilà, ces gens qui avaient une autre course au programme, eh ben, ils ont pu revendre leur dossard ou utiliser l'assurance annulation pour certains. Mais voilà, c'était mieux, je pense. Alors, toute la France va être représentée ce week-end. Il y a aussi, au total, 43 nationalités inscrites. C'est un beau cadeau d'avoir tout ce monde quand même dans ce contexte pour la 10e édition de la course. Oui, c'est un beau cadeau. C'est des statistiques un peu habituelles sur la Maxi Race, mais c'est vrai qu'en cette période de pandémie, c'est toujours compliqué d'avoir plusieurs nationalités. Mais voilà, ça s'est déclenché, on va dire, les confirmations de présence d'étrangers tardivement, parce que voilà, comment un Américain vient, etc. Il y a toujours encore un petit peu de choses un peu compliquées au niveau international. Mais voilà, c'est avec tout le système de vaccination et autres, c'est vrai que tous les pays maintenant, ils rouvrent les frontières, quoi. Il y a des enjeux sur le plan sportif, mais vous me l'avez rappelé juste avant cette émission, vous voulez aussi rappeler justement que c'est une course pour tout le monde. C'est ça, voilà, on n'aime pas trop parler de qui est favori ou autre. On en parle après la course. Ludo, il a décidé d'aller courir le Grand Raid de la Réunion et de gagner, c'est super, mais un jour, il reviendra sur la Maxi Race, parce qu'il ne l'a jamais gagné, Ludo, par exemple. Mais voilà, quand les gens y gagnent, on en parle après. Mais avant, on ne parle pas trop des favoris, parce que la Maxi Race, on s'occupe autant des premiers
que des gens du milieu, que des derniers. Et c'est vraiment ça, quoi. Donc, je vous donnerai pas de nom parce que je veux pas dire un tel ou un tel. Et ça part du vendredi après-midi où on a les mini-races, les courses enfants qui sont complètes aussi parce qu'on devait les limiter cette année. On les a fait par inscription. C'est gratuit pour les enfants, mais on était limité aussi en nombre. Donc, voilà, il y a les enfants qui ont tous le dossard numéro 1 et il n'y a aucun coureur, même élite, même très très fort, qui aura un dossard numéro 1, c'est réservé aux enfants. C'est un événement qui est aussi familial finalement, avec C'est ça. cette course des enfants. C'est ça. On veut toucher tout le monde. Pour l'instant, il y a encore un petit trou sur une catégorie d'âge. Donc c'est un projet futur en s'associant avec des clubs annéciens pour boucher les catégories des adolescents où il n'y a rien pour eux pour l'instant et il y a un grand engouement et on veut essayer de trouver la solution pour créer quelque chose pour eux. La Maxi Race, c'est plusieurs courses. Si vous pouvez nous redonner peut-être un petit aperçu pour ceux qui ne connaîtraient pas les différentes courses. De 17 km à 110, voilà, et des courses sur 2 jours ou en relais. Le dimanche, c'est plutôt les courses de 40 km, donc pour des très forts ou pour venir prendre de l'expérience, donc les marathons, race et expérience. Et voilà, la Maxi Race qui est la course qui fait le tour du lac, qui fait 80 km, c'est la course historique, c'est celle qu'on met un peu plus en avant. L'Ultra Race qui va un petit peu dans les Vosges et ça se fait en relais. Et l'année prochaine, les relais seront réservés aux Savoyards et aux Savoyards. Voilà, c'est la course pour les locaux, on va dire, ça sera les relais. Et voilà. Et en parallèle de tout ça, il y a aussi le Iron Maxi Village, si je le prononce correctement. Tout à fait, cœur de l'événement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce village ? Il y a plusieurs exposants, un peu tout ce qui est nourriture bio pour sportifs, ainsi que des textiles. Voilà, voilà, un peu un grand magasin à ciel ouvert qui tourne autour du running et du trail running. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite une belle course et puis restez avec moi parce que justement, vous avez parlé à plusieurs reprises de Ludovic Pommeret qui a remporté la Diagonale des Fous à La Réunion il y a quelques jours et il est en ligne avec nous. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Victoria. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes originaire de Valloire. Vous avez remporté également l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2016. Vous écrivez avec cette victoire réunionnaise une seconde ligne prestigieuse à votre palmarès. Quels sont vos sentiments là, quelques jours après cette victoire, avec un peu plus de recul peut-être ? J'ai encore un petit peu la tête là-bas, je garde le chapeau, mais voilà, pour avoir chaud, il faut être près de la cheminée. Donc, il y a toujours les émotions qui restent dans la tête. Et voilà, c'est une course qui est assez importante, qui me tenait à cœur et j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait là-bas. Donc, mais tout va bien au niveau musculaire, mais quand même pas prêt à venir chez toi, Steph, ce week-end, quoi. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous reviendrez sur la Greenwiz Maxi Race pour répondre à la question de Stéphane ? Oui, c'est possible. Après, je sais pas. J'ai déjà participé 2 fois. Il disait que j'avais jamais gagné. Ouais, je vérifie, quoi. Je sais pas. L'année d'après les mondiaux, je sais pas si. Je sais que j'avais eu ma qualification, mais. La question est posée alors. Voilà, alors excuse-moi Ludo si je me suis trompé. Tu vois, ça montre que je ne m'occupe pas obligatoirement que des élites, parce que si je me suis trompé avec Ludo en plus, j'apprécie énormément. Donc voilà. Ludovic, vous confirmez avec cette nouvelle victoire votre place dans le petit cercle des meilleurs ultra-trailers français, aux côtés d'un Xavier Thévenard ou d'un François Daen. À 46 ans, vous vous attendiez à ça ? À la gagner, non, enfin à faire le maximum, oui. Après, j'avais fait quand même 3 fois deuxième sur cette course. Voilà, toujours le pouli-d'or de la course. Voilà, j'y allais pour essayer de faire quelque chose. J'ai pris un petit peu plus de risques peut-être sur le début de course. Voilà, après c'est une victoire partagée avec l'Italien Daniel Young qui a décuplé aussi les émotions. On a passé 7 heures de la course et 7 dernières heures ensemble. Donc je m'attendais à ça. Disons que j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à l'UTMB. J'avais fait l'UTMB 2 mois avant et je ne savais pas trop la récupération. Je suis pas, voilà, vous me qualifiez comme un expert ou français en fait de l'ultra trail. J'en fais quelques-uns, mais je suis pas spécialiste et j'ai pas l'habitude de les enchaîner non plus.
Donc c'était un petit peu l'inconnu par rapport à ça, quoi. La récupération surtout. Justement, est-ce que c'est du repos? C'est du repos, en tout cas, là, 1 semaine, 2 semaines, et puis après, on va reprendre un petit peu l'entraînement. Voilà, j'attends la confirmation. Normalement, je ferai. Alors, vous avez un scoop, hein, parce que je l'ai annoncé à personne encore, mais je ferai partie de l'équipe de France en Thaïlande, en espérant que la course soit maintenue. Donc, voilà, je vous présenterai les couleurs françaises sur la grande distance qui fera 80 km en Thaïlande début février. Donc c'est une préparation un peu spécifique, surtout pendant les mois d'hiver. Ici, ça va être un petit peu compliqué, alors que la course sera plutôt dans la chaleur humide en Thaïlande. Un beau défi, félicitations à vous. Merci pour cette info. Un petit mot peut-être Stéphane pour terminer à adresser à Ludovic sur cette victoire et pour la suite. Ludo, déjà j'ai appris aujourd'hui que tu avais gagné parce que je suis dans le feu avec la Maxi Race et j'ai absolument pas regardé cette année, donc ça m'a super fait plaisir pour toi. Et elle parlait des 43 ans ou je sais plus 46. Quel âge, 46. Alors Ludo jusqu'à 50 ans, il peut y aller. Hein. Il a super bien géré toute sa carrière sportive et il est endurant et il a des qualités qui sont énormes, qu'elles soient sportives, humaines, etc. Qui font que voilà, encore en équipe de France à cet âge-là, je dirais, alors que normalement à cet âge-là, on va courir les courses master pour les vieux. Voilà, c'est quelque chose qui est énorme, quoi, qui est énorme. Félicitations encore. Merci Steph, et puis beaucoup de courage pour la Maxi Race. Oui, je reviendrai un de ces 4, je ne sais pas quand, mais voilà, je suis encore pas tout à fait périmé, comme tu l'as dit. Tu m'as dit que tu es périmé, c'est pas bien grave, hein, c'est pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Ouais. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été avec nous. Bonne course à vous pour ce week-end, Stéphane. Merci bien. On va rester dans les montagnes, puisque dans les montagnes, il y a des coureurs, mais aussi des cueilleurs. En ce moment, vous le savez, l'automne est la haute saison pour les champignons. Et notre journaliste Lucas Ruche a suivi un petit groupe dans une cueillette bien particulière, puisque les trouvailles de ces passionnés de mycologie ne finiront pas à la casserole. Explication en images. Ce groupe de retraités est à la recherche de la perle rare. Ah, celui qui sent la... Non, l'amande, non. Ou plutôt des perles rares. Durant l'automne, ils sillonnent les forêts du massif du Mont Blanc pour collecter les champignons. Ne leur parlez surtout pas de cueillette, ils prélèvent les différentes espèces pour mieux les connaître. Très mortel. Il paraît qu'en 2 grammes de ça suffit pour intoxiquer les gens. Et elle attaque le foie. Elle est mortelle. Elle est mortelle. Ancienne professeure de biologie, Paulette est une amoureuse de la nature. Et c'est pour cette raison qu'elle garnit son panier. J'aime bien un bon plat de chanterelle, hein, ça, un bon plat de bolet, oui, j'aime bien. Mais l'intérêt de savoir s'ils sont comestibles ou non, ça vient loin derrière la connaissance fondamentale du champignon. Savoir ses caractéristiques, ses couleurs, son odeur, son goût, Mais qu'il soit comestible ou pas, c'est pas le premier centre d'intérêt. Je mange très peu de champignons. Au bout d'1 heure, les corbeilles sont déjà bien remplies. Colette fait partie depuis 40 ans du club mycologique de Sallanches et elle a vu au fil du temps les forêts évoluer. Ces dernières années, il y a beaucoup moins de champignons qu'autrefois. Hein. Je pense que la sécheresse, quand même, ça agit sur les poussées de champignons. Mais bon, ça dépend des périodes. Les champignons, c'est merveilleux parce qu'il suffit qu'il pleuve et puis hop, ils sortent. Voilà, quand les conditions sont réunies, le champignon apparaît. Voilà. Un peu plus tard dans l'après-midi, nous retrouvons Paulette et ses copines au centre de la nature montagnarde de Sallanches. Ici, les membres de la Société mycologique de la région du Mont Blanc se rassemblent pour étudier le petit végétal. On y trouve de toutes les formes et de toutes les couleurs. Alors ça, c'est les armilières. Elle fait des grosses touffes aussi. Une quarantaine d'espèces différentes ont été trouvées cette semaine, une poignée seulement étant comestibles. Les différents membres écoutent religieusement les avis et conseils de leur président, passionné des champignons depuis son enfance. La chasse au trésor quand on va aux champignons. On ne sait jamais ce qui va arriver. Hein. Puis on peut passer 20 années de suite à un endroit. Et puis un jour, il y a un champignon qui est jamais là. Et puis alors, c'est la trouvaille.
Puis il y en a de tous les milieux, hein, il y a tous les milieux, en zone alpine, hein, à partir de 2000 mètres, c'est très intéressant. Il y a 500 espèces de champignons là-haut. Qu'ils aient 10 ou 40 années d'expérience en la matière, les membres de l'association ont l'humilité de dire qu'ils ne connaissent pas les champignons. Il en existerait en effet pas moins de 3000 espèces en France. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce vendredi, vous retrouverez Marine Schneider pour la dernière édition de la semaine. Tout de suite, la météo suivie du dernier épisode de Panorama. Ce soir, nous parlons d'activités paranormales à Fort-l'Écluse avec le directeur de l'Office de tourisme du Pays de Gex. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, un joyeux Halloween un peu en avance et je vous retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc.